Bien, nous allons we'll begin again our discussion. This time it will be through international organizations, and as the first speaker has the floor. Thank you very much, Yves. Thank you very much, Samantha Besson, for inviting me to this colloque. Just a comment before I start. I won't be able to stay for the general discussion because I have an imperative, but I will be there for the dinner and, of course, tomorrow also for the general discussion. So if you have questions, feel free to ask them also tomorrow. And last, since I'm about to talk about an ongoing research that I'm currently writing in French, I will be doing my presentation in French because it's easier for me to express these ideas and this not so easy link between democracy and international business organizations. Donc ma présentation s'intitule « Organisation internationale et représentation du secteur privé, quel dilemme démocratique ?» Mais peut-être le plus important, c'est en fait le sous-titre « Une comparaison entre l'Organisation internationale des employeurs et la Chambre de commerce internationale » dont vous voyez les acronymes sur le PowerPoint en haut, donc l'IOE for International Organization of Employers, A Powerful and Balanced Voice for Business, c'est le slogan qu'ils ont retrouvé depuis une petite dizaine d'années. L'OIE a régulièrement redéfini son slogan, c'est intéressant par rapport au rôle de porte-parole des entreprises qu'elle se donne. Et l'International Chamber of Commerce, la Chambre de commerce internationale, The World Business Organization. Et je vais évidemment revenir sur ces slogans et ce qu'ils ont de faussement commun. Alors, le contexte dans lequel j'ai pensé cette communication, il part en fait d'un hiatus, en quelque sorte, entre un processus historique de normalisation de la représentation du secteur privé dans les organisations internationales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas attendu les années 70 et 90 pour avoir des acteurs qui prétendent porter la parole du secteur privé dans les organisations internationales. Ce processus, c'est un processus au long cours, et Melissa Durkee revient aussi d'ailleurs dessus dans son papier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, que ce soit au travers des mouvements sociaux, des mobilisations de la société civile, mais y compris dans la littérature académique, qui a plutôt tendance à insister sur le déséquilibre structurel entre les forces du marché et qui sont souvent considérées comme par essence non démocratiques et le poids des États et du public. Eh bien, il y a plutôt en fait une sorte d'étonnement et de surprise à ce que ces organisations en fait soient admises à la table des négociations. Et quand on regarde historiquement cette question, eh bien, c'est d'autant plus étonnant que ça fait très longtemps que les entreprises, par le biais de leurs représentants institués et autorisés, comme l'OIE ou comme la CCI, sont de facto non seulement à la table des négociations, mais quasiment aussi membres parfois de certaines organisations internationales. Donc je ne prétends pas résoudre ce hiatus de pourquoi est-ce qu'il y a un tel étonnement et une telle indignation, voire une telle dénonciation et cette réalité historique, mais je trouvais que comme point de départ, c'était intéressant. Et le deuxième point de départ, c'est ce cadre socio-historique et comparatif. Donc, dans le papier, je compare donc ces deux trajectoires de représentation patronale ou du business ou des entreprises privées. On pourra revenir aussi peut-être sur l'entité que sont donc l'OIE et la CCI, parce que ce sont des organisations patronales internationales faussement jumelles. Quand on prend juste leur slogan, on a l'impression d'avoir face à nous des organisations qui prétendent peu ou prou représenter la même entité, le secteur privé, mais elles le font en fait non seulement dans des secteurs assez différents. L'Organisation internationale des employeurs représente les employeurs, même si elle parle aussi au nom de l'entreprise privée, mais elle représente en fait des organisations d'employeurs dans un domaine qui est entre guillemets spécifique, qui est le domaine social, et elle a un rôle tout particulier au sein de l'Organisation internationale du travail, comme j'y reviendrai. Et la Chambre de commerce internationale représente aussi ce monde du business, mais sur les questions commerciales. Et j'imagine que si jamais vous avez déjà entendu parler de la Chambre de commerce internationale, c'est notamment en raison de sa très forte activité d'arbitrage commercial qu'elle exerce depuis l'entre-deux-guerres.
Et donc, quand on sort justement de cette ressemblance des slogans et de cette homologie des formes, puisqu'on a affaire à deux organisations patronales qui sont nées quasiment en même temps, au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919 pour la CCI et en 1920 pour l'OIE, eh bien, on se rend compte déjà d'une plus grande différence entre ces deux organisations, et on se rend compte aussi qu'elles ont des prétentions représentatives similaires, mais qui dit similaire dit aussi concurrentes, parce que comment est-ce qu'on va faire avec deux organisations qui prétendent peu ou prou représenter le même collectif, même si on va voir qu'il ne s'agit pas tout à fait de ce même collectif qui est représenté. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la perspective dans laquelle je me situe, qui est cette perspective socio-historique sur ces dilemmes démocratiques, et qui est d'ailleurs, je pense, la vraie différence entre le travail que peut faire Mélissa et le mien, c'est vraiment cette perspective socio-historique. Alors, pourquoi j'ai mis dilemme démocratique entre guillemets ? Je ne pars pas forcément ici d'une définition a priori de ce qu'est une représentation démocratique, mais j'essaie plutôt de montrer comment, dans leurs interactions avec les organisations internationales, eh bien, les organisations patronales ont été confrontées à des dilemmes qu'on pourrait qualifier de démocratiques, parce qu'ayant trait à leur légitimité, aux modalités de leur participation, à l'encadrement de leur représentation, mais aussi en leur sein même. C'est-à-dire comment est-ce qu'en leur sein, en tant qu'organisation patronale internationale, elles vont être confrontées aussi à d'éventuels dilemmes démocratiques, voilà, donc qui ont trait, on va le voir, ça va revenir un petit peu toujours, comme un fil rouge, qui ont trait, grosso modo, toujours à cette question de leur représentativité, de leur composition, de qu'est-ce qui les autorise ou pas à s'exprimer dans les organisations internationales et à partir de quel statut. Alors, dans la première partie de la communication, j'insiste parce que c'est peut-être ce qui peut le plus surprendre lorsqu'on ne connaît pas ces organisations, sur des trajectoires différenciées de représentation du secteur privé dans les organisations internationales. L'Organisation internationale des employeurs, même si elle est née un an après, je vais commencer par elle parce que c'est surtout à partir d'elle que je compare la Chambre de commerce internationale. L'Organisation internationale des employeurs, donc elle représente le secteur privé au sein de l'Organisation internationale du travail. Et donc, pourquoi est-ce que je dis qu'elle a une représentation à la fois invisible mais sécurisée ? C'est qu'elle ne figure nulle part dans les textes qui régissent l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, qui est une structure tripartite, elle a constitutionnalisé la représentation des organisations patronales, mais des organisations patronales nationales, et plus précisément des organisations patronales nationales qui sont censées être les plus représentatives des pays dont elles sont membres. Donc, l'OIE, en fait, elle va fédérer ces organisations patronales nationales, mais donc elle n'a qu'un lien, entre guillemets, indirect en termes de représentation constitutionnelle. En fait, elle n'existe pas dans les traités, mais c'est elle qui va fédérer les organisations patronales nationales. Elle a un rôle de coordinateur des positions de ce qu'on appelle dans le jargon institutionnel du groupe des employeurs au sein de l'OIT, un rôle de coordination qu'elle va jouer au sein de la Conférence internationale du travail, qui est l'équivalent fonctionnel d'une Assemblée générale des Nations unies. Et elle va surtout avoir un rôle très fort au sein du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, qui est une sorte d'organe exécutif de l'OIT, et où là, elle a véritablement un monopole représentatif. Et donc, quand on regarde dans les traités, si on va regarder un petit peu les règlements et les textes de l'OIT, le seul moment où on verra apparaître dans les textes l'OIE, c'est parce qu'elle bénéficie depuis 1948 d'un statut consultatif. Mais ce que j'explique, c'est qu'en fait, ce statut consultatif que d'autres organisations ont aussi, comme la Confédération syndicale internationale, comme l'Alliance coopérative internationale, c'est un statut consultatif qui est trompeur, parce qu'en fait, dans la pratique, l'influence et le rôle de l'OIE va beaucoup plus loin qu'un seul dispositif consultatif, puisque l'OIE est vraiment l'organisation qui s'assure que les employeurs vont parler d'une seule voix. Elle se positionne véritablement comme un négociateur. On est vraiment dans la dynamique du dialogue social. Et donc, non seulement elle a ce rôle de coordination, elle est présente dans absolument toutes les négociations
l'organisation de l'OIT. Donc ça, c'est un poids déjà, c'est un rôle déjà important. Mais elle a aussi une sorte de relais au sein même de l'Organisation internationale du travail, au sein de son secrétariat, puisqu'elle est très fortement en lien avec le département qui, au sein du secrétariat de l'OIT, gère toutes les questions des entreprises. Donc en fait, c'est pas une organisation ou une ONG comme une autre, c'est vraiment une organisation non gouvernementale quasi membre. Et je suggère dans le papier qu'elle renvoie aussi un petit peu à ce que le politiste Jens Steffek appelle des NGO-sponsored organizations, c'est-à-dire des ONG. Il l'a traduit en français par ONG parrainée, c'est-à-dire qu'elle dispose vraiment de ce parrainage, de cet adoubement de l'OIT, et c'est ce qui lui donne aussi une certaine influence. Autre élément important sur l'OIE, c'est, et c'est un petit peu le revers de la médaille, cette position très forte qu'elle a acquise au sein de l'Organisation internationale du travail, elle ne l'a qu'en son sein. C'est pour ça qu'on peut parler un peu d'une représentation confinée au sein de l'OIT, ce qui n'est pas le cas de la Chambre de commerce internationale à laquelle je viens, puisque la Chambre de commerce internationale, qui a été créée en 1919, elle a construit une relation privilégiée de représentation du secteur privé avec la SDN puis avec l'ONU, mais sans, là, pour le coup, avoir une quelconque position garantie, ni par les règlements, ni par des relais forcément nationaux au sein de la SDN. C'est là une relation beaucoup plus classique, en fait, entre une ONG et une organisation internationale, mais qui néanmoins n'équivaudrait pas non plus à une moindre influence, parce qu'en fait, depuis l'entre-deux-guerres, la Chambre de commerce internationale s'est positionnée et a assumé un rôle de porte-parole du secteur privé, qu'elle a ensuite consolidé par des statuts, alors par un statut consultatif au moment où l'ONU va être créée et qu'elle va acquérir auprès d'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies, et qu'elle va conforter encore plus en 2016 lorsqu'elle va devenir une organisation qui a un statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec un soutien d'ailleurs très très actif de la France dans ce processus justement d'obtention de ce statut consultatif. Mais la Chambre de commerce internationale, elle n'a pas de relation uniquement avec l'ONU, elle s'est déployée aussi dans les autres organisations internationales, même si dans le papier je me concentre principalement sur l'ONU. Donc quand je veux simplifier à l'extrême et un peu caricaturer, j'aime bien dire que en fait l'OIE et l'OIT c'est un petit peu un mariage forcé, hein, c'est vraiment deux organisations qui par le mandat de l'OIT de faire des normes internationales du travail doit coopérer avec les employeurs, et donc c'est par ce biais-là que l'OIE elle a eu ce rôle aussi important en son sein. La CCI et l'ONU c'est plus une relation, une union assez libre entre deux organisations, parce que ni l'une ni l'autre ne se doivent réellement d'avoir des relations, en tout cas pas d'un point de vue constitutionnel ni réglementaire, mais néanmoins qui en ont et qui ont des relations vraiment très, très actives depuis l'entre-deux-guerres. Alors, avant que je revienne à ça et à ce fameux processus de légitimation croisée en fait entre les organisations patronales internationales et les organisations internationales, quelques éléments aussi sur ces dilemmes démocratiques et notamment ces dilemmes de rôle, parce que même si aujourd'hui ces deux organisations ont l'air de se présenter de manière très assumée comme les représentantes et les porte-paroles du secteur privé à l'international, quand on regarde un peu dans l'histoire, on voit que ça n'a pas été forcément aussi simple d'assumer ce rôle, en tout cas pour l'OIE par exemple. Il y a eu beaucoup d'hésitations et une difficulté à assumer ce statut de véritable porte-parole du privé au sein de l'OIT. Elle a souvent oscillé d'abord entre un rôle d'information, de coordination, avant vraiment d'assumer pendant la guerre froide un rôle de représentation des employeurs libres. Et ce mot est important parce que c'est vraiment là-dessus qu'elle va axer aussi une grande partie de son identité. L'Organisation internationale des employeurs représente les organisations patronales indépendantes des gouvernements. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai notamment dans la deuxième partie. La Chambre de commerce internationale, elle, a beaucoup plus tôt assumé ce rôle de porte-parole du secteur privé en général. Alors, elle ne manque pas de termes élogieux pour parler d'elle-même, hein. Elle s'estime très tôt dans l'entre-deux-guerres comme le porte-parole de l'information économique dans son sens le plus large, le guide intelligent, officieux mais effectif de l'action internationale, le porte-parole du monde des affaires auprès de la Société des Nations, et aujourd'hui un partenaire responsable. Et ça ne vous étonnera sans doute pas
de savoir que la Chambre de commerce internationale a été la première organisation auprès de laquelle l'ONU s'est tournée quand l'ONU a cherché à lancer le Global Compact. C'est véritablement auprès de la Chambre de commerce internationale qu'ils ont cherché à recueillir l'aval du secteur privé à cette initiative qui visait à irriguer un petit peu les principes de droits de l'homme au monde du secteur privé. Donc, le deuxième point dans cette première partie sur les trajectoires différenciées, c'est un point qui me semble important pour sortir aussi parfois d'une seule perspective un petit peu de lobbying. Quand on approche les organisations patronales internationales et les organisations économiques, on pourrait avoir l'impression d'un mouvement unilatéral d'organisations patronales ou d'un secteur privé qui veut influencer les organisations internationales. C'est vrai, mais il y a aussi un accueil réel de ces organisations patronales par les organisations internationales. Alors comme je l'ai dit, à l'OIE, c'est une contrainte aussi constitutionnelle, parce qu'il n'était pas dit que c'était l'OIE qui allait occuper ce rôle. C'est quelque chose qu'elle a construit en se présentant comme l'organe de coordination des organisations patronales nationales. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'OIT, sans forcément développer un discours à ce point optimiste de la participation du secteur privé au sein des organisations internationales, est réellement un soutien de l'Organisation internationale des employeurs, parce que en fait, c'est ça aussi qui soutient le modèle qu'elle incarne d'un dialogue social à l'échelle internationale. Donc ce sont des organisations qui ont besoin l'une de l'autre. Il y a un réel processus d'interdépendance, souvent justifié au nom de la nécessité. C'est pour ça que je modère un peu parfois cette idée que les organisations internationales auraient un enthousiasme ou seraient désireuses à ce point d'intégrer le secteur privé. Lorsqu'elles le font, c'est souvent en le justifiant au nom de l'impératif de créer de l'emploi, de générer de la croissance. Ça me semble être un point qui peut nuancer cette idée qu'on aurait vraiment une sorte de connivence évidente entre le monde du public et le monde du privé. Du côté de la Chambre de commerce internationale, je l'ai dit, ce processus d'adoubement, ou en tout cas d'adoubement, de légitimation, il est déjà présent dans l'entre-deux-guerres, il se consolide véritablement avec la création de l'ONU, et c'est vrai que depuis le lancement du Global Compact à la fin des années 90, là on a véritablement un lien très privilégié entre l'ONU et la Chambre de commerce internationale. Je donne aussi d'autres exemples dans le papier, notamment un discours extrêmement élogieux qu'avait donné Laurent Fabius en sa qualité d'ex-ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il avait célébré le centenaire de la CCI. Il était l'invité d'honneur de la cérémonie du centenaire de la Chambre de commerce internationale, et qu'il avait loué le rôle très positif, constructif de la Chambre de commerce internationale. Il faisait notamment référence à son rôle en matière de négociation climatique. Voilà, donc ce point me semble important, même s'il faut le recontextualiser, pour montrer qu'on est vraiment dans une relation assez interdépendante, et qu'il ne faudrait pas imaginer que le secteur privé cherche à pousser avec autant de résistance que cela du côté des organisations internationales. Ce qu'il est intéressant de voir aussi par rapport à la réflexion sur la représentation démocratique, ce sont aussi les fondements qui vont légitimer cette représentation. Ils sont divers. Donc, j'ai déjà un petit peu évoqué ce nexus fonctionnaliste et pragmatique qui consiste à dire que bon, si on veut avoir des législations efficaces et si on veut avoir du poids, eh bien, il faut intégrer les acteurs qui comptent, ou en tout cas les acteurs qui sont les premiers concernés par les normes. Ça, c'est l'argument qui a longtemps justifié la représentation des patrons au sein de l'OIT, cette idée que, comme dans tout mécanisme de dialogue social au niveau national, si on n'avait pas les employeurs dans la maison, entre guillemets, eh bien, on ne pourrait pas faire des normes du travail efficaces. Donc ça, c'est un premier registre d'arguments qui va du coup accompagner une logique de représentation très néocorporatiste, donc avec la reconnaissance d'intérêts conflictuels, mais qui doivent être représentés et qui doivent aboutir ensuite à un compromis. Donc ça, c'est beaucoup ce qui va soutenir, d'un point de vue, je dirais peut-être plus théorique, la représentation de l'Organisation internationale des employeurs à l'international. Pour la Chambre de commerce internationale, on est plutôt dans un fondement assez classiquement libéral, où, grosso modo, il y a une adhésion à cette idée du doux commerce, de la paix par le marché, qui est repris dans le slogan de la CCI, d'ailleurs, qui est les Merchants of Peace, les marchands de la paix, qui est une expression qui est plus qu'une expression, qui est véritablement le récit sur lequel la Chambre de commerce internationale, mais aussi l'ONU, eh bien, a légitimé sa représentation au sein des organisations internationales. Et donc, on est à la fois dans un
registre pluraliste, avec cette idée que tous les intérêts doivent pouvoir s'exprimer et que donc les intérêts du marché, entre guillemets, sont les bienvenus, et aussi très, très libéral, avec cette idée propagée par la CCI à partir de la fin des années 90, que les entreprises peuvent tout à fait être de bonnes citoyennes de la mondialisation, et donc qu'il n'y a pas de raison a priori de ne pas les admettre. Donc ça, c'était pour le volet qui concerne les relations entre les organisations patronales internationales et les organisations internationales. Et dans un deuxième temps, ce que j'aimerais regarder, c'est comment ensuite, en interne, les organisations patronales internationales vont être confrontées à ce qu'on peut qualifier de dilemme démocratique, notamment dans la manière dont elles essaient de justifier en permanence leur représentativité. Ça fait un petit peu écho à ce que disait Pierre Rosanvallon ce matin sur la nécessité de prouver la représentativité, qui n'est pas d'ailleurs forcément adossée à plus de légitimité. Donc, deux prétentions qu'elles ont en commun, ces organisations, c'est de représenter universellement l'entreprise, que ce soit par secteur, que ce soit par pays, que ce soit par type d'organisation, que ce soit par type d'entreprise. Elles prétendent représenter aussi bien les multinationales que les petites et moyennes entreprises. Et donc ça, cette prétention à l'universalité, elles vont très souvent y revenir en mettant en avant le nombre d'États, le nombre de territoires dans lesquels elles ont des membres. Donc ça, c'est un élément assez intéressant. Donc grosso modo, aujourd'hui, elles ont des bases géographiques à peu près similaires, même si on sent une querelle. Et d'ailleurs, les chiffres sont un petit peu difficiles parfois à trouver. Ils ne sont pas toujours convergents en fonction de ce qu'on regarde en termes de structure de représentation. Mais en tout cas, elles ont cette prétention à représenter un maximum d'entreprises venant d'un maximum de secteurs dans un maximum d'États. Ça, c'est vraiment ce qui sous-tend ce sur quoi elles fondent véritablement leur légitimité à être représentées. Maintenant, si on regarde par contre ce qu'elles représentent entre guillemets plus réellement, c'est là qu'on va commencer aussi à voir les différences. C'est-à-dire que l'Organisation internationale des employeurs, son cœur, sa constitution, sa constituency de base, ce sont les organisations patronales. Et en principe, une seule organisation patronale par État, même si dans certains cas, il va falloir tempérer un petit peu cette exigence d'un interlocuteur unique, notamment lorsqu'il y a un pluralisme ou alors qu'il y a aussi des conflits assez forts au sein des pays pour être représentés. Donc ce sont des organisations patronales principalement, avec une structure somme toute assez simple, assez centralisée, qui contraste pour le coup avec la Chambre de commerce internationale, qui elle opère à plusieurs niveaux, mais qui opèrent par le biais de comités nationaux qui eux-mêmes vont regrouper des acteurs majeurs de l'économie de chaque pays. Et donc, en fait, la structure de la Chambre de commerce internationale, elle permet, en tout cas de l'extérieur, d'afficher beaucoup plus que l'OIE la présence des entreprises. Là où, du côté de l'OIE, on a vraiment affaire aux organisations d'employeurs. La Chambre de commerce internationale, par ce mix de chambres de commerce, mais aussi d'entreprises et aussi parfois d'organisations, d'associations patronales, va avoir un côté beaucoup plus hétérogène, mais qui va lui servir aussi justement dans ses prétentions représentatives pour montrer aussi qu'elle représente vraiment une grande diversité d'acteurs. Bon, on pourrait en discuter longtemps, mais le point qui est, je pense, intéressant par rapport à la question aussi de la représentation démocratique, c'est le troisième point, qui est la manière dont ces deux organisations vont se positionner par rapport à la variable interne, c'est-à-dire au régime, démocratique ou pas, dont sont issus leurs membres. Je l'ai dit, l'Organisation internationale des employeurs, elle s'est positionnée assez historiquement comme un adversaire. En fait, elle a été positionnée historiquement, comme l'OIT d'ailleurs, comme un adversaire du communisme. Et donc, elle a mis la question de l'autonomie de l'organisation patronale vis-à-vis des pouvoirs publics comme une condition véritablement d'adhésion. Ce que n'a jamais fait la Chambre de commerce internationale, qui a toujours été beaucoup plus souple, avec cette idée que la démocratie pourrait tout à fait s'en suivre d'entretenir des relations et que, grosso modo, il n'y avait pas non plus trop à se positionner sur le régime interne dans lequel évolue le secteur privé. Donc si on prend par exemple la question de la Chine,
On voit par exemple qu'au sein de l'Organisation internationale des employeurs, il a été très très difficile de s'accommoder d'une présence chinoise, même lorsque celle-ci est devenue quasiment inévitable dans les années 90-2000. L'OIE a toujours maintenu à distance les employeurs chinois, même si elle a une organisation membre en son sein, même si elle accepte qu'un membre de cette organisation représente le patronat chinois au sein de l'OIT, mais on a eu une distance beaucoup plus forte et surtout toujours une méfiance eu égard justement à la question du respect de l'autonomie de l'organisation patronale en Chine. On n'a pas du tout ça, ou en tout cas beaucoup moins ça du côté de la Chambre de commerce internationale, qui a toujours considéré qu'il était meilleur, enfin qu'il était plus approprié d'avoir un rapport assez pragmatique, et aussi qui a toujours mis en valeur le fait que la Chine et le patronat chinois étant une nation de commerce, eh bien, on ne pourrait absolument pas se passer de l'absence de la Chine. Et donc, elle a développé des liens beaucoup plus forts. Si on regarde la liste de ses membres, on voit qu'elle a une série d'organisations chinoises qui sont membres de ces différentes structures, notamment de la World Chambers Federation. Et donc, il y a eu beaucoup moins cette suspicion et au contraire une volonté quand même de rapprochement beaucoup plus fort qu'on va trouver aussi au niveau de ceux qui occupent des positions de leadership ou de représentation, comme ces secrétaires généraux ou ces présidents, ce qu'on n'a pas du tout du côté de l'OIE. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, sans que ça m'amène à conclure sur leur caractère démocratique ou pas, qu'en tout cas, sur cette question de la liberté, du respect de la liberté d'association et de l'autonomie, elles ont eu des positions assez différentes. D'une certaine manière, l'OIE est plus politisée sur ce point que la Chambre de commerce internationale. L'autre point sur lequel elles me paraissent intéressantes par rapport à cette question du dilemme démocratique, c'est la manière dont elles vont gérer la place croissante prise par les entreprises multinationales. Je vais le faire de manière assez schématique, mais on peut dire qu'elles sont confrontées à des dilemmes un petit peu opposés, qui est que l'Organisation internationale des employeurs a, d'une certaine manière, par sa structure justement fédérative et sa préférence pour les organisations patronales, eu beaucoup plus de mal à être véritablement représentative des entreprises multinationales. Donc ça, c'est un point intéressant parce qu'il peut être un peu surprenant. On a toujours l'impression que le patronat international représente les grandes firmes, mais en fait, quand on regarde du côté de l'OIE, son lien effectif avec des grandes entreprises multinationales, il est relativement distant. Et donc, ça l'a poussé à mettre en place des dispositifs de rapprochement avec ces entreprises multinationales. Là où la Chambre de commerce internationale, elle, a plutôt dû essayer de donner des gages comme quoi elle n'était pas un club d'entreprises multinationales. Et donc, dans les deux cas, elles vont mettre aussi en avant comme gage de leur représentativité le fait qu'elles sont tout aussi bien représentatives des entreprises multinationales que des petites et des moyennes entreprises. Mais quand on regarde aussi un petit peu au niveau de la composition, au niveau aussi des profils de leurs représentants, on voit que les liens entre la Chambre de commerce internationale et les entreprises multinationales sont beaucoup plus forts. Et ça a même donné lieu à une critique assez intéressante au sein de l'OIT, qui était de dire, de toute façon, si on veut réguler les firmes multinationales, eh bien, il ne faut pas le faire avec l'OIE parce que l'OIE n'est pas représentative des entreprises multinationales. Donc, je trouve que c'est une critique assez intéressante et puis qui peut un peu aller à l'encontre de ce qu'on peut imaginer lorsqu'on pense à la représentation du patronat à l'international. Donc, en conclusion, je reviens à ce qui était ma question de départ, qui est que dans ce contexte de très forte politisation actuelle, ou que ce soit par rapport aux questions climatiques ou aux questions de droits de l'homme, on a tendance justement à remettre en cause cette représentation du secteur privé. Il me paraissait intéressant de montrer à quel point elle était quand même ancrée historiquement dans les organisations internationales. Elle était non problématique, comme le dit aussi Melissa Durkee dans son papier, et que finalement, ça n'a jamais été tant, comme on pourrait le penser, la question de leur présence qui a été mise en cause, mais plutôt la question des modalités de leur représentation. Est-ce qu'il faut plutôt leur accorder une représentation directe, indirecte, un statut consultatif? Est-ce qu'il faut les considérer comme un partenaire du dialogue social ou plutôt comme un conseiller? Voilà, c'était plutôt là-dessus que portaient les questionnements et les débats. Il me semblait aussi intéressant de montrer qu'elles avaient eu des trajectoires et des positionnements institutionnels très distincts. Et enfin, surtout, qu'elles étaient, depuis le début, dans des quêtes
de légitimité, que ce soit en interne ou en externe. En interne par rapport à leurs membres, où elles doivent quand même leur donner des gages qu'elles parlent vraiment au nom du plus grand nombre, ou auprès des organisations internationales pour montrer qu'elles représentent effectivement aussi le secteur privé et qu'elles ont un bien fondé à être présentes dans leur sein. Donc elles sont en permanence en quête de légitimité, et cette légitimité, dont on pourrait discuter de savoir si elle est démocratique ou pas, eh bien elles vont surtout la justifier en fonction de leur représentativité, en revenant sur cet argument de la représentativité. Et ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, et je conclurai là-dessus, c'est la manière dont, pour parfois contrer l'argument d'une représentativité dont on voit qu'elle repose sur des bases donc, qui sont à la fois objectivables, mais somme toute un petit peu fragiles aussi, ou en tout cas qui ne sont pas forcément aussi évidentes que ça, eh bien, elles aussi, ce qu'elles vont faire, c'est remettre en question la représentativité de leurs opposants, en critiquant par exemple les ONG, en remettant en cause le fondement sur lequel les ONG vont s'exprimer, en rappelant qu'elles ne représentent personne si ce n'est elles-mêmes. Et donc c'est quand même toujours autour de la représentativité qu'on va avoir un petit peu cette bataille entre organisations patronales internationales et société civile. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était relativement clair. Merci.